Bienvenue sur les épisodes du collectif So Wow. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations Et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Coucou les chefs et bienvenue dans ce nouveau format d'épisode à 5 voix. Plusieurs fois par an, avec le collectif So Wow, nous décryptons une notion clé du monde du travail. Cet épisode est dédié au sujet de l'engagement. Et avant de vous en dire un peu plus sur l'agenda du jour, j'aimerais remercier les équipes de Yemanja. Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux singuliers et personnalisés. Parmi tous les projets qu'ils ont menés, je vous invite à regarder particulièrement ceux qu'ils ont fait pour accompagner la croissance de Brut, le média. Le lieu devait être unique et refléter les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire être impactant sans artifice. Le pari est clairement tenu, je vous glisse en commentaire le lien vers les photos. Et donc je suis particulièrement fière de vous annoncer que Yemanja soutient et accompagne notre projet de collectif So Wow, car avec les équipes de Yemanja, nous partageons cette envie commune de faire émerger de nouvelles expériences de travail enthousiasmantes. Et pour tout vous dire, la première fois que nous avons rencontré Marie et Quentin, les deux cofondateurs, ça a été un vrai coup de cœur professionnel. Donc si vous avez un projet d'aménagement d'espace et que vous voulez un effet wow, appelez-les de la part du collectif So Wow et vous ne serez pas déçus. Pour cette première conversation, nous parlons du sujet de l'engagement. Nous avons vraiment cherché à détourer ce qui se cache derrière cette notion assez large. Qu'est-ce que l'engagement à titre professionnel, à titre personnel ? Est-ce qu'on peut vraiment dissocier les deux ? Nous avons aussi constaté que cette question de l'engagement dans la sphère professionnelle est à la fois clé pour faire avancer les projets et les innovations, et en même temps assez mal en point, surtout en France. On a travaillé autour de quelques chiffres, c'est assez éclairant, vous l'entendrez. Et enfin, nous avons bien sûr exploré à 5 voix plein de pistes pour améliorer notre engagement individuel et collectif. D'un point de vue managérial, on parle de feedback, on parle de reconnaissance entre autres, mais aussi de plein d'autres sujets. Et une dernière chose, cet épisode est très riche, nous allons donc produire plusieurs contenus autour de la question de l'engagement. Pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn du collectif So Wow. Je vous souhaite une bonne écoute de cette conversation à 5 voix et vous dis à très vite. Bonjour Delphine de l'entreprise de demain. Bonjour, moi c'est Sophie du podcast Chef. Bonjour, c'est Valentine de New Prana. Bonjour, c'est Léa du podcast Le Tilt. Bonjour, moi c'est Jeanne du podcast TAF. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'engagement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris le temps de regarder un petit peu les chiffres. Alors, on a pris comme référence Gallup, son dernier rapport, The State of Global Workplace, qui date d'avril 2022, mais qui nous a interpellés. Donc, dans son dernier rapport, le taux d'engagement en France, qui est un des plus bas d'Europe, enfin le plus bas d'Europe, est de 6%, contre 21% dans le monde. Gallup s'est aussi intéressé au taux de stress des salariés. Et là, on a 44% des Français qui déclarent ressentir du stress la plupart du temps au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est équivalent au reste du monde, à la moyenne du reste du monde. Idem, il y a un sentiment très fort de ne pas être traité avec respect, puisque seuls 8% des collaborateurs se disent être traités avec respect. Alors vraiment, ça nous interroge sur les mutations en cours, sur le rapport au travail, mais on y reviendra parce qu'il y a un dernier score qui nous a interpellés, qui est les salariés français qui se déclarent alors, paradoxalement, beaucoup plus que le reste du monde, mais quand même épanouis dans leur vie qu'à 43%. La moyenne dans le monde, c'est de 33%. Donc tout ça, ça nous pose beaucoup de questions qu'on a eu envie de partager avec vous. Alors moi, la première question déjà que ça me pose, on parle ici d'engagement collaborateur et on parle aussi peut-être d'engagement tout court. On voit qu'il y a un désengagement sur tous les piliers de la vie. On le voit avec les chiffres Gallup, Delphine, que tu nous partageais, que le désengagement dans le travail, il est plus que significatif. Mais on voit aussi le nombre de mariages qui baisse, le nombre de divorces en hausse. Voilà, il y a les piliers de vie dans lesquels on s'engage, l'amitié, le sport, etc. Ou peut-être que globalement, on s'engage moins. Peut-être dû à l'instabilité aussi des vies qu'on mène, etc. Mais voilà, pour moi, ça me pose une vraie question il y a un désengagement au travail, mais peut-être qu'il y a un désengagement aussi plus global sur tous nos piliers de vie.
C'est intéressant ce que tu dis, Léa, là-dessus, et ça me fait penser notamment au fait que j'ai l'impression que dans notre société, on a cette histoire de désengagement et d'engagement dans la vie, dans le travail, et ce lien fait aussi un lien avec le développement d'une société du bien-être, du développement personnel. Et en fait, ce développement personnel qui est de plus en plus répandu dans la vie, dans le travail, etc., a à la fois un effet, selon moi, qui est bénéfique pour l'entreprise et pour le collectif, donc potentiellement pour l'engagement, puisque l'environnement de travail peut être potentiellement plus sain du fait du travail individuel de chacun sur son propre épanouissement, etc. Et à la fois, on peut imaginer aussi qu'il y a un certain individualisme qui ressort de ça et une priorité donnée à son propre bien-être qui peut expliquer un certain désengagement dans l'entreprise et dans les autres sphères de la vie. Ouais, moi, quand je vous entends toutes les deux, Léa et Jeanne, il y a cette notion de communauté et de vivre ensemble, en fait, qui me vient. Et j'aurais envie de l'allier avec la notion d'engagement, qui est finalement, si on se rend compte qu'on est quand même de plus en plus peut-être isolé, seul, on a tendance aussi à faire peut-être de l'introspection, ce que tu parlais avec le développement personnel. Mais du coup... ce serait intéressant de lier en disant se connaître soi-même, mais au service du collectif. Et finalement, on est quand même des humains et des êtres sociaux. Et donc, retrouver un sens à notre place dans le collectif et dans la communauté pourrait peut-être renforcer l'engagement et le bien-être. Je fais un peu ce lien entre ces différentes notions. Justement, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Sophie, qui boucle aussi avec ce que vous disiez, Léa et Jeanne, parce que c'est important aussi de savoir au nom de quoi on s'engage. Et effectivement, si on part de l'individu, c'est important pour l'individu de savoir avec quoi il a envie et avec quoi il peut entrer en résonance avec le collectif, avec l'entreprise dans laquelle il évolue. Et donc, ça pour moi, ça vient questionner, pas questionner, plutôt assurer, ancrer l'importance de l'intention, de au nom de quoi on s'engage, au nom de quoi on s'implique. Et justement, ce mot d'implication, il m'a travaillé parce que pour moi, en fait, il y a presque plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui va faire que individuellement, on va commencer à se sentir concerné déjà par son travail, par l'entreprise, par sa mission, ce qui va mener à de l'implication, donc c'est le niveau du dessus, qui va mener à le niveau plus fort d'engagement. Et là, il y a quelque chose qui vient soulever cette question encore plus fort. C'est encore plus nécessaire de savoir au nom de quoi on s'engage et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'engagement, à la fois individuellement et une entreprise engagée. Aujourd'hui, ça peut avoir des connotations différentes, mais il y a aussi plein de nuances, en fait. Donc, ça vient vraiment asseoir cette nécessité d'exploration de toutes les nuances différentes qu'on va mettre dedans. Et on comprend que c'est un sujet qui est finalement assez complexe. Et ce que je dis, Valentine, me rappelle qu'il est important qu'on vous contextualise le sujet, qui est qu'on s'est intéressé au départ à l'engagement des collaborateurs. Parce que c'est vrai, quand on parle d'engagement, aujourd'hui, on le lie à l'impact, et ça peut être l'engagement au sens global, comme tu disais. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je retiens de tout ce que vous dites, et que j'entends souvent, et qui pour moi a un vrai impact, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des collaborateurs, on a des citoyens. En fait, on est dans une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus connectée. Et de ce fait-là, nos collaborateurs sont d'abord des citoyens. C'est vrai que on ne peut pas ignorer quand on est en entreprise que ce qui se passe dans la société se passe chez nous aussi. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, début mars, il y a des mouvements sociaux importants qui se passent dans la rue, mais de ce fait-là, ça rejaillit sur l'entreprise. Donc, d'ailleurs, Gallup s'est intéressé aussi aux questions, à poser des questions aussi sur l'environnement, sur la perception de l'action des pouvoirs politiques sur l'environnement, parce que pour eux, ça fait partie d'un tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très fort à avoir en tête et à retenir de vos points, c'est de se dire d'abord, maintenant, quand je travaille sur l'engagement de mes collaborateurs, je les travaille sur mes collaborateurs en tant que citoyens. Et donc, comment je vais, si je veux qu'ils soient engagés dans leur travail, je dois les considérer comme tels, effectivement, comme un être à part entière. Et c'est marrant parce que on parle de ça alors qu'à l'opposé, on a tendance à vouloir couper le pro et le privé. Mais en fait, on voit bien que notre réalité, elle est d'être d'abord un citoyen. Et donc, quelque part, tout ça est assez mêlé, finalement. Ouais, et ce que tu dis, Delphine, ça me fait formuler
que pour une entreprise, c'est très difficile de poser les contours de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'en fait, les engagements sont très personnels. Quand tu dis, on arrive dans une entreprise en tant que salarié, mais on est aussi citoyen, on est homme, femme, maman, papa, que sais-je. Et on a des sujets de préoccupation, des envies qui vont nous faire nous engager ou pas. Et donc, l'entreprise doit répondre ou doit essayer de répondre au mieux à mes leviers d'engagement. Donc, et ces leviers peuvent être aussi multiples que de personnalité. Donc, ça, c'est, je trouve, une difficulté, en tout cas une question que doivent se poser les entreprises de finalement sur quel levier je peux jouer pour engager mes collaborateurs. Et puis la deuxième question que moi je me pose quand on parle d'engagement, c'est l'échelle, le niveau d'engagement. En fait, jusqu'où aller, jusqu'où demander à mes collaborateurs de s'engager et dans quelle mesure c'est OK pour moi qu'ils soient engagés, par exemple, à 5 sur 10 ou à 4 sur 10. Donc, comment ne pas devenir schizophrène ? Comment gérer l'engagement individuel et l'engagement collectif ? Comment gérer le fait d'avoir des individus singuliers, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps un collectif à gérer ? Je propose qu'on essaye de proposer justement des pistes aux personnes qui nous écoutent. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, Sophie, par rapport au niveau d'engagement. Je pense que c'est quand même hyper important parce que on distingue des fois l'engagement normatif de l'engagement affectif au sein de l'entreprise. Et cet engagement affectif et le niveau qu'il peut prendre d'engagement, le niveau qu'on peut prendre d'engagement envers une entreprise peut aussi avoir des travers, on va dire, et des conséquences néfastes pour des salariés, par exemple, qui vont complètement avoir une relation au travail presque malsaine, émotionnelle, et qui, de fait, vont se surinvestir totalement dans le travail. Et là, le surengagement peut être aussi néfaste. Et vont s'identifier. Et vont s'identifier. Et du coup, l'entreprise, selon moi, a aussi un rôle de prévenir ça et de le surveiller. Quand on attend de la part de ses collaborateurs qu'ils soient très engagés et qu'on construit une culture d'entreprise de cet ordre, qui est autour de cet engagement-là pour l'entreprise, selon moi, l'entreprise a un rôle de surveiller ça et de contrôler qu'il n'y ait pas de surinvestissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la nécessité d'engagement des collaborateurs, qu'on déplore le fait qu'il y ait un désengagement. Et je trouve qu'on ne parle pas assez aussi le besoin de protection. L'entreprise aussi se doit, c'est comme ça, elle doit être garante du bien-être de ses collaborateurs. Et ça fait partie de veiller à l'absence de surengagement. Donc, comme toujours, il est toujours question de trouver l'équilibre. Et je pense que c'est très intéressant et important de garder cette notion dans ce sujet d'engagement. Là-dessus, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, Jeanne et Valentine, dans un prochain épisode de Chef, Loïc Renard, qui est un hôtelier, a créé tout un projet d'entreprise et dans lequel il distingue en fait la notion de communauté et la notion de famille. Parce que l'entreprise qu'il a créée est à la base une entreprise familiale et lui, il dit, pour moi, la famille n'a pas sa place en fait dans l'entreprise parce que ça crée des liens qui sont trop affectifs, il y a trop d'émotions, il y a trop de passé, il y a trop de poids. Par contre, et je reviens à mon idée de départ, pour lui, l'entreprise est une communauté où chacun a sa place, est libre de rentrer et de sortir. Chacun sait pourquoi il s'engage dans le projet et dans la communauté et chacun sait aussi quand c'est le moment pour lui de quitter cette communauté, mais où il n'y a pas d'émotion, par exemple, quand on rentre et quand on sort. Oui, et si jamais on est en échec ou en difficulté avec la communauté, on ne s'identifie pas à cela, en fait. Et ça, c'est super important. Et c'est une forme beaucoup plus responsabilisante aussi de construire l'entreprise. On parle de l'importance de la responsabilisation de l'autonomie des salariés dans les entreprises actuellement. Cette vision-là communautaire est plus adéquate, est plus alignée avec cette vision-là. Donc une première piste, une première proposition que vous faites, qui est de regarder plus sous l'angle de la communauté, son entreprise. Oui, et finalement du fonctionnement du groupe, du collectif et finalement du cadre qu'on pose dans le fonctionnement du collectif. De l'importance du cadre. Quelqu'un veut proposer quelque chose de complémentaire ? Oui, justement sur l'importance du cadre, je vais vous partager une anecdote.
J'ai un ami DRH qui très récemment a démarré un nouveau poste dans une entreprise qui se trouve être une entreprise libérée. Alors, c'est pas forcément la panacée, attention, il y a des pour et les contre de ce modèle, je vais pas entrer là-dedans tout de suite, mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment percutant et vraiment intéressant dans son partage, c'est que la première chose qui l'a marqué, il m'a dit, je n'ai jamais, dans toutes mes expériences professionnelles depuis plus d'une quinzaine d'années, je n'ai jamais vu des collaborateurs autant en sécurité psychologique que dans cette entreprise. Parce que, Jeanne, tu parlais d'autonomie et de responsabilisation, on en parle toutes assez régulièrement. L'importance de ça est absolument fondamentale parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à la responsabilisation, à l'autonomie, au sein de ce cadre très défini de cette entreprise qui est certes libérée, mais qui a des règles, qui a un mode de fonctionnement et qui est très clair, que chaque collaborateur peut se sentir en sécurité psychologique et donc s'engager en tenant compte de qui il est, de ses besoins individuels, et il sait au nom de quoi il agit dans cette entreprise. Donc pour moi, ça vraiment, il y a une combinaison de plusieurs choses, mais il y a un cadre qui est posé qui permet de se sentir serein et engagé. Et donc ce que tu dis par rapport à ça, ce qu'on retient, c'est effectivement l'importance du cadre. Il est très fort dans l'entreprise libérée parce que pour qu'il y ait cette liberté, il faut un cadre fort. Mais c'est vrai pour toutes les entreprises. Oui, complètement. Et ce qui est vrai, c'est que souvent, quand on n'est pas dans une entreprise, quand on fait pas évoluer la gouvernance, on ne réfléchit pas beaucoup au cadre parce qu'en fait, on pense qu'il est là, qu'il est naturel, qu'il est hors non. Et ça, c'est un autre facteur d'engagement, etc. Parce que du coup, s'il y a un cadre aussi, on peut vérifier si on est aligné ou pas avec le cadre. Complètement. Et ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure, au nom de quoi on agit. Si c'est clair pour tout le monde, ça fait partie de ce cadre-là qui permet plus de sérénité. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la notion de cadre, elle est hyper importante, que ce soit dans la manière d'imaginer les process, mais peut-être aussi le cadre que propose l'entreprise en termes d'environnement, comme par exemple des bureaux, mais aussi comment est-ce qu'on fait vivre les équipes, etc. Je trouve aussi que on parle beaucoup de responsabilisation, mais c'est important de mettre le doigt dessus dans le sens où l'entreprise a une grosse part à faire sur ces sujets, mais le talent, le collaborateur, lui aussi est responsable de se poser la question si le cadre qu'on lui propose, si tant est qu'il soit clair au départ et incarné dans l'entreprise derrière, si c'est un cadre qui va lui convenir. Encore une fois, une entreprise libérée ne correspond pas forcément au fonctionnement de tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais, Sophie, d'une entreprise familiale qui refusait d'intégrer la valeur famille, en tout cas dans leur fonctionnement. C'est ce qu'on avait vu avec les startups à l'époque qui prônaient beaucoup la famille avec un engagement total en floutant un peu les frontières entre le pro et le perso. Mais c'est vraiment à la personne, quand elle est dans un process aussi peut-être de recrutement ou de mobilité interne, de se demander si le cadre qui va être proposé est le bon pour elle, pour son bien-être, pour sa sécurité psychologique, bien évidemment, mais aussi pour s'épanouir et derrière être productive dans l'entreprise sur son rôle, quoi. Et là, je fais un clin d'œil à notre partenaire Yemanja, que je remercie d'ailleurs au passage, parce que donc Yemanja, son métier, c'est de faire des bureaux, mais avec une façon particulière, puisqu'ils vont d'abord travailler sur le récit de l'entreprise pour pouvoir concevoir les lieux. Et ça, je pense que c'est un point important parce que ce cadre, il faut aussi pouvoir le matérialiser. Donc, il se matérialise dans l'entreprise libérée d'une certaine manière. Donc, il faut qu'il se matérialise de manière sur le papier, de manière dans les règles, dans la culture, dans les valeurs, dans ces choses, dans la mission, dans les modes de fonctionnement, etc. Mais c'est important aussi qu'il se matérialise. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup une mode des bureaux qui se ressemble au final. Or, ça doit être aussi un élément, et c'est ce qui nous a beaucoup plu de travailler avec Yemanja sur ce cycle de podcast. C'est parce qu'on a apprécié cette sensibilité et ce regard. Donc, je voulais en profiter pour le souligner. Ouais, que ça concrétise, ça matérialise, ça te permet de vivre dans la vraie vie, je vais dire, pas d'un point de vue digital ou émotionnel ou autre, mais vraiment tu vis une expérience physique dans les locaux. Voilà. Donc c'est pas uniquement incarne. esthétique. Voilà. Exactement, c'est pas uniquement Alors, esthétique. on a parlé du cadre. Est-ce qu'il y a une autre chose que vous vouliez proposer ? Alors moi, c'est vrai que sur la question de l'engagement, un des sujets que je trouve intéressant en ce moment et important dans les entreprises, c'est le sujet de la reconnaissance au travail, parce qu'il y a un chiffre récent
du baromètre C'est mon boulot de l'Odoxa Institute, qui a fait soulever qu'il y a 7 salariés français sur 10 qui estiment manquer de reconnaissance. Et je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit au travail ou dans la vie en général, et visiblement on en manque. Et il y a une personne sur 2 qui s'estime dans les entreprises être reconnue par son supérieur. Donc là aussi, en tant que levier à la portée des managers et des entreprises, c'est quand même hyper intéressant parce que selon moi, la reconnaissance, c'est un facteur d'engagement au travail majeur. Alors il y a de la reconnaissance qui peut être matérielle, mais il y a aussi d'autres façons de reconnaître le travail, le processus de travail, les résultats, etc. Et là-dessus, je pense qu'en ce moment, du coup, les entreprises, il y a un enjeu en tout cas de reconnaissance. Et il y a différents moyens, après, plutôt pratico-pratiques de reconnaître. Moi, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée à l'outil Feedback, qui a de multiples bénéfices selon moi, mais qui est avant tout un très bon outil de reconnaissance parce qu'on va prendre le temps de faire un retour au salarié. Donc, ça a les bénéfices de le faire monter en compétences, de créer de la confiance, etc. Mais surtout, de le reconnaître en tant que collaborateur, de reconnaître son travail, et que le feedback soit positif ou constructif. Voilà, c'est un des outils, en tout cas, simples, pas si simple, mais en réalité assez à la portée de tous, qui permet de développer ce sentiment-là, qui pour moi est un levier d'engagement, de réengagement des gens dans l'entreprise. Jeanne, je compléterai avec le fait d'apprendre à ces salariés de d'abord commencer par reconnaître eux-mêmes leurs valeurs, parce que c'est extrêmement important, on ne peut pas attendre tout du manager. Et ça veut dire aussi de mettre en place des choses pour que les collaborateurs puissent apprendre à apprécier leurs valeurs et apprendre quelque part aussi à la défendre. Donc ne pas attendre le retour de l'autre. Et ça veut dire aussi aller chercher du feedback de son manager, mais aussi des collègues avec qui on travaille, aussi des parties prenantes avec lesquelles on opère. Et tu parles de reconnaissance, donc je faisais ce lien, on a parlé aussi de cadre, je fais le lien avec la liberté. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande soif, et on le voit avec la montée des freelancing ou autres, comme peut-être une solution pour certains, ce besoin de liberté. Et il y a une citation de Wayne Ryder qui dit que la liberté, en fait, j'ai pas la citation exacte, mais ça passe par la réalisation de soi. Et je pense que là, l'entreprise a un vrai rôle pour permettre aux collaborateurs, justement, de comprendre, de mieux se connaître, de connaître leurs talents, de se les reconnaître et de ne pas attendre toujours ça de l'extérieur. Et pour ça, une technique possible que j'utilise souvent, qui est l'appreciative inquiry, qui est vraiment d'aller investiguer les moments où on s'est senti justement engagé. Et c'est intéressant d'encourager vos collaborateurs d'investiguer les moments où ils se sont sentis pleinement engagés dans leur job. Ça veut dire quoi, pleinement engagé? Ça veut dire plein d'énergie, content. Et ça peut être des choses anecdotiques. Mais en découvrant ces choses anecdotiques, vous leur permettez 2 choses. 1, de mettre le doigt sur les moments où ils sont engagés, donc sur le fait qu'il y a des moments où ils sont engagés. Et 2, de faire en sorte, donc il y a tout un process pour ça, mais de faire en sorte de leur permettre de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vivre plus souvent ces moments et comment est-ce que vous pouvez leur faire vivre plus souvent ces moments. Et là, je pense qu'il y a une part de responsabilité collective. Ouais, et je suis complètement d'accord avec toi, Delphine, aussi. Mais je trouve que ce qui est important aussi, c'est de ne pas négliger la notion de réactualisation de nos moteurs d'engagement. Un collaborateur qui va être dans une entreprise pendant 5, 10, 15 ans, bien évidemment, à titre personnel, il va évoluer, mais à titre professionnel aussi. Et parfois, les structures d'entreprise, elles ne permettent pas de forcément avoir le cadre pour se réinventer ou alors réactualiser la manière dont on peut vivre son poste et être productif. Donc, pour moi, c'est un travail conjoint de la part de l'entreprise d'offrir le cadre et surtout de ne pas être naïf sur le fait que, dans tous les cas, les collaborateurs ils vont évoluer au sein de votre entreprise. Et puis derrière aussi aux collaborateurs d'être au fait que nous sommes des humains, des êtres de changement et que dans tous les cas, nos envies, nos aspirations, nos moteurs, ils vont évoluer avec notre cadre personnel et aussi les enjeux sociétaux qu'on traverse à titre humain, tout simplement. Donc je pense que dans l'engagement, c'est important de prendre en compte que les raisons de cet engagement, elles vont évoluer aussi au fil de la collaboration employeur-collaborateur.
Moi, par rapport à ce que vous dites toutes, il y a deux notions que j'ai envie d'amener en complément. Il y a la notion de remerciement en complément de la notion de feedback. En tout cas, moi, je le vois à titre personnel, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Donc, c'est pas que je recherche des merci à tout prix, mais quand j'envoie un mail, quand je produis quelque chose, quand je m'investis, que quelqu'un réceptionne et reconnaisse que je me suis investie et que j'ai fait ça. Et parfois, juste un merci pour ton travail, par exemple, et ensuite de faire un feedback, c'est un premier, comme un premier sas, je trouve, de reconnaissance. Et je le trouve de moins en moins, en fait, dans les relations au travail, et ça commence à choquer de plus en plus, finalement. Et quand je le fais remarquer, les gens me disent pas que c'est... me disent qu'ils trouvent ça aussi utile, qu'ils y sont sensibles pour eux-mêmes, mais qu'ils n'ont pas le temps, que c'est pas eux quelque chose qu'ils reçoivent de la part de leur manager ou de leur entourage. Donc moi, j'avais un peu envie de réinjecter dans nos relations humaines de travail, notamment, un peu cette boucle-là, juste de remerciement du travail que tu as fait pour le projet, mon projet, notre relation. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de compléter par rapport à tout ce que vous dites sur, finalement, l'engagement dans une structure. On parlait du cadre, on parlait des locaux avec Yemanja, on parlait, bien sûr, du feedback, de la relation avec son manager. Il y a l'entreprise qui est quand même garante de poser tout ça. Et je trouve que l'entreprise, elle a le rôle de, bien sûr, poser le cadre, mais aussi poser sa mission et d'expliciter clairement sa mission et ce pourquoi elle demande aux gens de s'engager. Et ce qui me faisait penser à ça, Léa, ce que tu disais, c'est que les gens changent, les leviers d'engagement changent et les missions d'entreprise peuvent et doivent changer. Aujourd'hui, en tout cas, ça me choque pas que des missions d'entreprise soient réactualisées à fréquence régulière parce que le monde change tellement vite. Mais ce qui est important, c'est de faire ce travail-là et de l'expliciter de manière très claire pour que les collaborateurs et les collaboratrices sachent très précisément ce pourquoi on leur demande de travailler, de s'engager dans le collectif. Je suis complètement d'accord avec toi et on a énormément entendu parler ces dernières années de perte de sens, de bullshit jobs, etc. Donc effectivement, le fait de poser une mission et de savoir pourquoi on le fait au quotidien, ça amène une énergie, une innovation, une créativité qui est énorme dans les entreprises. Donc oui, je pense que c'est tout à fait lié. Et ça me faisait penser aussi... moi, j'aurais directement fait le lien avec le merci, en fait. Peut-être qu'on a perdu le sens du merci quand ça n'a pas de sens. Tu vois ? Ouais, et quand on reçoit un travail, quand une collaboration aboutit, que ça a du sens et que ça fait avancer la mission pour laquelle on se lève tous les matins, le merci, il est sincère, il est vrai. Alors qu'un merci, parce qu'au final, il est motivé par rien, il peut être compliqué à obtenir ou beaucoup moins naturel. Ouais. J'ajouterais juste un truc par rapport à ce que tu disais, Sophie, et ce que tu disais aussi, Léa, sur le fait de poser la mission. Je pense qu'il y a aussi une importance à bien la communiquer et à chaque personne de l'entreprise, chaque échelon. Et de ce que j'observe, je trouve que souvent, on manque vraiment de communication en interne sur ces sujets-là, sur les décisions qui sont prises de façon générale, mais sur la mission et sur le sens de ce qu'on fait, etc. Je pense que ça vaudrait le coup vraiment de réinterroger la manière dont on communique et de mieux communiquer et de façon vraiment ciblée. Et là, par exemple, les outils marketing de persona, de connaissance vraiment de ses collaborateurs profondes et de comment leur parler, est vachement utile et ne pas communiquer à tous de la même manière sur les informations, mais les communiquer. Et de vérifier, de s'assurer que le message aussi est bien transmis, bien reçu, parce que parfois on voit des entreprises ou des équipes qui partent du principe que parce qu'ils ont fait une action de communication, l'information a été délivrée et donc ça suffit, alors qu'en fait les équipes en bout de chaîne n'ont pas eu accès finalement ou pas correctement. Totalement. Donc de vraiment de s'investir aussi à ce côté-là, de s'assurer que ça roule bien, quoi. Oui, et ne pas attendre toujours des managers qui transmettent eux l'information. Je pense qu'on gagnerait à être plus direct et à communiquer certes une information aux managers dans le but que eux transmettent l'information, mais de communiquer aussi plus directement du dirigeant à tous les salariés
pour que ça soit, pour qu'il y ait plus de chances, comme tu dis, Valentine, que ça soit reçu déjà, et pour que ça soit communiqué de façon différente peut-être selon les publics. Alors d'expérience, que ça c'était quand même un de mes sujets pendant 20 ans, c'est beaucoup aussi de la maturité stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que vous permettez à chacun de bien comprendre la stratégie de l'entreprise ? Parce qu'en fait, on a beau avoir une mission, c'est là où on va à terme. La stratégie, c'est le chemin qu'on prend. Et la stratégie, elle bouge tout le temps. Et elle bouge encore plus maintenant. Et en fait, les collaborateurs vivent ça comme on sait pas ce qu'on veut. Non, la réalité, c'est que le monde bouge et on bouge avec. Et en fait, quand on permet à chacun d'acquérir une maturité stratégique, une compréhension, et tout le monde peut l'avoir. Moi, j'ai travaillé avec tous les publics. Il faut arrêter de me dire que c'est pas possible selon certains publics. C'est faux. Une fois qu'il y a ça, et quand on parle à l'intelligence des gens, ils sont intelligents, ils comprennent, et voilà. Et donc, du coup, on continue à savoir pourquoi on est engagé, on comprend pourquoi d'un coup c'est le bazar, pourquoi on change le process, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et ce qui pourrait provoquer un désengagement, parce que presque parfois un jugement aussi sur notre travail, en fait, on arrive à le comprendre. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et de la même façon, on disait en ouverture, nos collaborateurs sont des citoyens, mais nos collaborateurs sont des adultes. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer ça et de leur parler de cette manière-là. Donc, ça ne veut pas dire une transparence à tout crin, surtout parce qu'on ne va pas aller faire porter des responsabilités et des charges mentales à nos collaborateurs, mais vraiment cette discussion d'adulte à adulte. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué dans mes différentes recherches sur les modèles, les exemples que j'ai vus d'entreprises libérées, pour revenir sur ce que je disais précédemment. Le fait d'être considéré comme un adulte responsable, c'est ça qui crée aussi la sécurité psychologique dont on parlait tout à l'heure, et qui peut créer donc l'engagement, l'implication, et qui vient en fait nourrir toutes les différentes nuances dont on a parlé depuis tout à l'heure. Et qui sort quand on nous dit mes collaborateurs se comportent comme des enfants. Mais en fait, on pourrait prendre le triangle de Cartman, on pourrait prendre plein de jeux comme ça d'acteurs, où de toute façon les gens se comportent par rapport à nous, ce qu'on leur renvoie. Donc ça, c'est aussi important. Oui, juste pour boucler sur... tu parlais de la mission de l'entreprise, la stratégie et de la place en fait que chacun a au service de la mission. Et ça, c'est quand même un travail qui doit être commun entre le collaborateur et le manager, mais je pense que le collaborateur doit être très au clair sur quelle est sa place et quelle doit être sa contribution dans l'entreprise. Ça, je pense que dans l'entreprise libérée, on demande beaucoup plus aux gens d'être acteurs sur ce volet-là, sur leur propre chemin et sur leur propre rôle. Oui, et du coup, ça leur permet exactement comme tu dis, Sophie, vu qu'ils comprennent la place qu'ils ont et qui donne un sens du coup à leur travail, parce que ils comprennent où est leur place dans la chaîne en fait, la valeur qu'ils apportent. Et la valeur qu'ils apportent. À ce moment-là, ça, encore une fois, ça vient nourrir tout le reste. Et spoiler, on n'a pas besoin d'être libéré pour que ça se passe. C'est complètement, bien sûr. J'allais parler aussi du modèle évolutif dont Lalou parle énormément dans Reinventing Organization. Il y a cette notion de responsabilisation, effectivement. Mais encore une fois, le fait de ne pas être enfermé à tout jamais dans une posture, c'est engageant sur le long terme, je pense. Mais il faut apprendre à naviguer en complexité, c'est clair. Et pour terminer cet épisode, j'avais une question que j'avais très envie de vous poser à toutes, parce que ça fait écho à nos échanges. Je voulais savoir, est-ce que vous vous sentez engagées, chacune, mais du coup engagées plus largement dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible pour tous? Et puis, quelle forme d'engagement vous avez? Du coup... Vas-y, Jeanne. En tout cas, cette question, je pense qu'elle peut être interprétée de plein de manières. Mais à mon sens, en tout cas, je me sens engagée dans ma vie pro notamment. Mais ma vie pro, il y a une place importante dans ma vie, comme vous le savez. Parce que je pense que me questionner depuis longtemps et très régulièrement sur est-ce que ce que je fais me correspond, me va, est-ce que je me sens bien, est-ce que c'est des sujets qui m'intéressent et est-ce que mon job me plaît, et très régulièrement. Et vu que je fais un travail personnel régulier de connaissance de moi-même aussi depuis longtemps et qui est toujours en cours et qui sera sûrement en cours longtemps, ça me permet assez souvent de me poser la question de est-ce que je suis alignée avec ce que je veux faire, est-ce que je suis en train d'aller vers là où je veux aller, etc. Et selon moi, c'est ça qui m'engage. En tout cas, c'est comme ça que je me sens engagée dans ma vie. Donc c'est la connaissance de soi et l'apprentissage permanent. Ouais. Et le check
check-up régulier, Check-up. se reposer la question régulièrement. Valentine? Je vais rebondir du coup sur ce que tu disais, Jeanne, et ça reboucle un peu aussi avec ce que tu disais, Léa, tout à l'heure. Moi aussi, je me sens très engagée dans ma vie, dans ce que je fais. Je pense que c'est très cohérent avec ma personnalité. Je suis très entière, j'aime bien faire les choses vraiment à fond. Et je suis très impliquée aussi dans mon travail, comme vous le savez aussi. Et j'aime bien cette idée de check-up régulier. Et en fait, et justement, tu disais, Léa, de faire, on est responsable et l'entreprise est responsable de veiller à ce que on soit toujours aligné avec la mission, avec les valeurs. Bon, je suis ma propre entreprise, donc c'est assez facile de faire le check. Effectivement, ça, c'est important pour moi de vérifier que ce que je fais, comme je le fais de manière très engagée, très entière, de veiller à ce que ça soit toujours, que ça résonne toujours pour moi, que ça ait toujours du sens. Et donc, je me sens effectivement très engagée dans ce que je fais. Et pour répondre à ta question, Delphine, je pense qu'on peut tous trouver un endroit dans notre vie. C'est pas obligé que ce soit tout notre travail, tout ce qu'on fait, mais en tout cas, un endroit qui a du sens pour nous, dans lequel on a envie de s'engager. Ouais, tout à fait. Alors, moi aussi, Léa. je pense être quelqu'un d'engagé. Déjà dans nos sujets qu'on a en commun, avec le podcast et toutes les choses que je peux proposer autour. Donc, mais aussi parce que le sujet me parle et que j'y crois fort et que j'ai envie de le faire avancer. En y réfléchissant, je me disais, ce qui est intéressant, c'est que la notion d'engagement, en fait, c'est une des premières choses que j'ai dit aux clients que j'accompagne en coaching notamment. Je leur dis, moi, je vais être très engagée dans notre travail ensemble et j'ai besoin que tu le sois aussi pour que le travail porte ses fruits pour toi. Et ça, je pense que c'est aussi le niveau d'engagement que je mets dans mon travail qui fait que y a des résultats intéressants. Et puis, pour ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus personnel, c'était une de mes intentions de cette année. Bon, un petit peu comme nous toutes, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et cette année, je me suis dit, j'ai envie de nourrir mes amitiés et j'ai envie de m'engager en temps, en énergie, davantage que les précédentes années. On a connu le Covid aussi, ça n'a pas aidé. Mais voilà, aussi dans les relations humaines, les gens, les discussions que je peux avoir avec mes amis, mais aussi les gens que je rencontre dans le travail. Donc oui, je dirais que oui. Sophie? Moi, je pense que je suis quelqu'un aussi d'engagé et je l'ai pas toujours été, mais quand j'ai compris que je devais être la chef de ma vie, moi j'aime bien dire ça, qu'on est tous les chefs de nos vies, là j'ai commencé finalement à m'engager dans ma propre vie. Pendant 10 ans, je me suis beaucoup engagée à travers le travail. Et depuis 2 ans, j'ai voulu m'engager dans d'autres pans de ma vie. Donc bien sûr, le travail est toujours une source et un domaine fort d'épanouissement, mais aussi, comme tu le disais Léa, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales aussi. Moi, j'ai des parents qui vieillissent et dont j'ai vraiment envie de m'occuper et j'ai envie de m'engager dans ces liens-là. Et puis, j'ai commencé le théâtre et finalement, je me suis aussi fortement engagée dans une troupe de théâtre et dans ce nouvel apprentissage. Donc, finalement, mon engagement et un peu ma mission de vie, elle a changé. Mais à chaque fois, je me suis toujours posé la question, comme tu disais, Jeanne, de qu'est-ce qui a du sens pour moi et dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et voilà, et toujours réinterroger comment, en tant que chef de ma vie, j'ai envie d'agir. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose que je vous entends, Léa et Sophie, parler de votre engagement dans les amitiés? C'est quelque chose qui est tellement important pour moi et je suis très engagée aussi dans mes amitiés, donc je ne peux pas ne pas ajouter ça si mes amis écoutent cet épisode. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Et toi, Delphine? Alors moi, en fait, je pense que je suis profondément engagée, mais depuis toujours j'ai été. Donc c'est important parce que à l'heure où on vous parle, on est tout à notre compte, mais moi j'ai été très engagée aussi collaboratrice salariée. En fait, je crois que j'ai compris qu'il fallait que je m'engage dans ma vie. Je rebondis à ce que tu dis, Sophie. Je pense à la fin de l'adolescence, quand je suis arrivée étudiante à Paris. Et là, tu vois, on parlait d'amitié où je suis arrivée, j'étais perdue à la Sorbonne et j'ai créé un groupe d'amis avec mes copains du TD 3554. Je me souviens toujours du numéro et ça fait 30 ans et on est toujours potes. Donc c'est pour vous dire s'ils m'écoutent aussi. Mais l'autre chose, c'est qu'en tant que salarié,
J'ai toujours trouvé un terrain d'engagement, et si je l'avais pas, en fait, j'arrêtais. Alors, en même temps, comme je travaillais à engager les collaborateurs, valait mieux que je sois quand même un peu engagée, sinon c'est mal barré. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne dépend pas du fait d'être à son compte, pas à son compte, de tout choisir. En fait, j'ai jamais tout choisi dans mon boulot. Et d'ailleurs, spoiler, aujourd'hui, je ne choisis pas tout. Je dois faire plein de choses comptables, administratives que je ne choisis absolument pas. Donc voilà. Donc je pense que c'est comprendre, s'engager, c'est comprendre, comme a dit Sophie, qu'on était acteur de notre vie, de ce qui nous arrivait, d'une certaine manière, parce qu'il y a bien sûr des choses dans la vie qui nous échappent. Mais on est toujours aussi libre de la façon à laquelle on réagit. Et je rejoins, pour un peu synthétiser aussi vos points, je rejoins ce que disait Jeanne, c'est de la connaissance de soi, mais c'est le parcours d'une vie. On va dire que je suis la doyenne de l'Assemblée qui vous parle aujourd'hui, mais j'en suis toujours pas, j'ai toujours pas fini. Et ça sera jamais fini, et tant mieux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils pour ça, etc. Et c'est aussi savoir vers quoi on s'engage. Tu l'as dit, Léa, tout à l'heure, ça bouge dans la vie. Donc voilà, j'étais pas la même salariée engagée à 26 ans quand j'ai commencé et puis après. Et du coup, j'ai pas eu besoin des mêmes organisations, des mêmes managers, des mêmes sujets sur lesquels on m'engage. Donc je pense que c'est pour aussi rejoindre ce qu'on a dit au départ. En tant qu'entreprise, on veut engager ses collaborateurs parce que tout simplement, c'est source de performance, de bien-être au travail, donc de ces deux piliers qui sont fondamentaux. Mais on doit aussi donner des clés à nos collaborateurs pour leur permettre de mieux s'engager, leur permettre de mieux se connaître, et c'est pas forcément des choses qu'on trouvait en entreprise à mon époque. Et c'est quelque chose en fait qui rentre beaucoup plus dans l'entreprise aujourd'hui. Je pense que c'est positif. Et souvent on me dit les jeunes générations ne sont pas engagées. Mais peut-être parce que le prisme qu'on a quand on est les plus anciennes générations, c'est que nos leviers d'engagement qui nous suffisaient à l'époque n'est pas ceux qui nous suffisent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus envie d'être acteur, d'être partie prenante. Et donc, c'est plutôt se dire de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour être engagés. Et c'est peut-être effectivement de les aider, d'avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, une meilleure compréhension de leurs talents et de les aider à cheminer là-dessus. Donc, oui, je suis engagée. Oui, tout le monde peut être engagé dans sa vie. Il y a des outils, il y a des clés. J'espère qu'on vous aura inspiré avec cet épisode. Vous pourrez retrouver donc aussi d'autres contenus qu'on vous proposera sur les réseaux, qu'on vous propose sur les réseaux alors que vous écoutez ces épisodes. Et puis nous, ça nous intéresse aussi de savoir si vous êtes engagé dans votre vie. Et comment ? Alors on compte sur vous. Faites-nous des retours. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts Et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.